J'ai beau regarder dans tous les sens, me trouver des excuses, atténuer mes actes, j'en reviens toujours à la même conclusion. Je n'aime pas l'homme que je suis devenu. Enfermé chez moi depuis des lustres, je plonge dans ma mémoire imbibée d'alcool afin de trouver, ou de retrouver, le moment charnière où tout a basculé. Je suis persuadé qu'il y avait un avant et un après. Mais où ça a merdé? Je veux bien croire qu'il s'agit d'un moment unique où la personne que j'étais s'est transformée en celui que je suis à présent. Mais soyons réalistes, ce n'est peut-être pas un seul moment, mais plusieurs. Je n'ai pas plongé dans la merde du jour au lendemain. J'ai dû bouffer ma ration, jour après jour, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Si ça se trouve, je ne m'aimais pas depuis le début. Je me souviens du petit garçon que j'étais en primaire. Je me revois caché dans un coin de la cour, seul, isolé, en train de pleurer. Pourquoi? Je m'en souviens plus. En tout, une phrase est restée. Je ne sers à rien. Quel mot dur pour un gosse de 6 ans. C'est drôle, enfin, façon de parler. Mais je me souviens que des mauvais moments. Ça doit être pour ça que l'on ne m'invite plus aux soirées. Je suis un lamentable pessimiste. Quand je faisais mes études, une fille m'a dit une fois « Tu es sympa, mais tu dois être chiant dans la vie de tous les jours. » Ou alors, quelques années auparavant, au lycée, j'ai eu droit à un « Tu sais, tu n'es pas moche, mais tu n'es pas beau non plus. » Putain, mais pourquoi elles m'ont dit ça? Et pourquoi je n'arrive pas à m'accrocher aux doux souvenirs? Qu'est-ce qui déconne chez moi? Une chose est sûre, mon auditeur vient de là. Quasimodo. Alors doucement, je n'écris pas des romans et je ne serai jamais publié dans la Pléiade. Non. Moi, mon domaine de spécialité, c'est le porno. Je raconte des histoires de cul pour les derniers amoureux des textes salaces. Avant de me mettre à écrire ce genre d'histoire, j'ai fait des tas de petits boulots, mais rien de bien passionnant. Lorsque j'ai eu des propositions dans ce domaine, venant d'un magazine pour adultes, un des derniers en fait, j'étais pion dans un collège. Afin d'éviter tout problème avec la direction, j'ai démissionné assez rapidement, mais pas avant que mes revenus me permettent de vivre doucement. Quand j'ai pas le moral, j'imagine la gueule de la directrice si elle était tombée sur un de mes textes. De toute façon, avec Internet et les millions de vidéos partagées par jour, je suis vraiment insignifiant. Malgré tout, j'ai un lectorat fidèle. Je balade ma plume sur plusieurs genres, mais celui que je préfère est, curieusement, le réalisme. Je m'explique. Il y a plusieurs types d'histoires, allant du soft au hardcore. J'écris tout, non par envie, mais parce que ça rapporte un peu, et de cette manière, on évite de se répéter. La répétition, voilà le danger dans le porno, car admettons-le, ça revient toujours à la même chose. C'est pas facile d'être original dans ce domaine. J'avoue que pas mal de mes textes se ressemblent, mais bon, ça se vend quand même. Comme je le disais, mon genre préféré est le réalisme. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de s'identifier à un mec ou une nana lambda plutôt qu'à un baiser en série. J'aime créer mon décor, le lieu, l'époque, la situation sociale des personnages, leurs rencontres et leurs ébats. J'aime prendre mon temps, ce qui m'a été reproché d'ailleurs, mais je n'y peux rien. J'inonde mes récits de détails insignifiants en première vue, mais qui donnent de la consistance au récit. Je sais que je suis un écrivain raté, mais mon ambition n'est pas de rentrer à l'Académie française. Lorsque j'ai commencé à écrire, je me surprenais à vivre mes récits. J'étais véritablement dedans. C'est là que j'ai pris en compte ma plus belle qualité, mon imagination. Elle est là depuis le début. Depuis que j'ai appris à écrire, j'ai aimé noircir d'encre mes cahiers, pour y décrire le monde qui se cachait dans ma tête. À cette époque, Spielberg venait de ressusciter les dinosaures, et j'en étais absolument fou. C'est dommage, un jour où j'étais bourré, enfin, plus que d'habitude, j'ai foutu le feu à tous mes écrits et dessins d'enfance. Maintenant que j'ai détruit ma mémoire avec la picole, je ne me souviens plus de ce que j'ai pu produire à l'époque. Quel con! Il ne faut pas croire que mon activité m'a pourri la tête et que je ne pense qu'au cul toute la journée. Non, pas du tout. C'est un job comme un autre. Alors oui, au début, j'y trouvais une certaine satisfaction. Je me projetais dans mes récits. J'en étais le héros. Celui qui baise à chaque fois, alors qu'au départ, ce n'était pas gagné pour lui. C'est peut-être pour ça que mes textes fonctionnent. Je suppose que dans mes lecteurs, il doit y avoir des frustrés ou des puceaux qui arrivent facilement à se plonger dans la peau de mes personnages. Je me demande s'il y a des femmes qui lisent mes histoires. Je ne me suis jamais permis d'écrire au féminin, car il faut que je l'avoue, j'y connais rien aux femmes. Et ce n'est pas les quelques filles avec qui j'ai couché qui me permettent de dire que je suis un connaisseur.
Pour être tout à fait honnête, j'ai jamais baisé sans être sous influence d'un quelconque produit. Souffrant d'une timidité maladive à l'époque, j'ai découvert les vertus de l'alcool. Et depuis, je ne l'ai jamais quitté. Ça a des qualités, mais ça a aussi des défauts. Boire détend, c'est un fait. Mais quand les effets n'agissent plus, comme le lendemain matin d'une nuit de sexe, les regrets s'installent. Oh, pas les miens. Je n'ai regretté aucune de mes relations. Par contre, ce sont ces mêmes relations qui regrettaient. Donc, en général, mes histoires ne dépassaient pas le stade du lendemain. Se rend-elle compte de l'image que ça me renvoie? Avec 2 grammes dans le sang, je suis baisable. Mais à jeun, il faut fuir. Alors au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai continué à boire et à faire boire. J'ai bien essayé d'arrêter la picole, mais l'arrêter est bien pire. Je me suis installé au cœur de Lyon, dans un petit appartement qui me suffit amplement. Je n'ai aucun contact avec mes voisins, et je m'en fous royalement. Je passe mon temps sur mon ordinateur et j'écris. Mon rituel est simple. Je me lève vers 11h ou midi, je prends mon café. Lorsque je suis à court de bibine, je descends chez l'arabe d'en bas qui vend ses bouteilles de rosé 10 €. J'ai la flemme d'aller plus loin pour trouver moins cher. De retour à la maison, j'allume mon ordinateur. Je mets de la musique et je vide ma bouteille. Pas besoin de verre. Le liquide passe de la bouteille à mon gosier et fout en l'air mon foie. Je me balade ensuite sur le net, et quand je me rends compte qu'il n'y a rien de bien passionnant, j'ouvre le traitement de texte et j'essaye d'imaginer une situation coquine. Mais avec le temps, c'est de plus en plus difficile. D'ordinaire, je me base sur mon quotidien pour écrire. Mais depuis quelques années, ma vie sociale est fortement réduite. Du coup, j'ai moins de matière pour mes récits. Comme je l'ai dit, ma vie sexuelle est loin d'être épanouie. Du coup, c'est la panne. Heureusement, je me suis créé une méthode afin d'avoir toujours un truc à dire. C'est un tableau, avec des situations, des dates, des événements, etc. Je les mélange et j'en sors toujours quelque chose. Je crois que Marc Lévy écrit de la même manière, mais on ne fait pas le même nombre de ventes, lui et moi. Au départ, j'adorais l'euphorie du début de ma carrière d'écrivain. Et puis la lassitude s'est invitée chez moi, et je ne trouve plus aucune satisfaction à mon travail. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Mon rédacteur en chef a toujours été content de mon travail, mais moi, j'étais incomplet. Il me manque un truc. Mais quoi? C'est pourtant évident. Tu ne vis que par le cul. Ta vie, c'est du cul du matin au soir. Et tu l'as dit toi-même, ta vie sexuelle n'est pas géniale. Ressaisis-toi. Le cul ne fait pas tout. Surtout que tu en as fait un business. Ça ne t'excite plus depuis longtemps. Depuis que tu as perdu ton pucelage, tu ne penses plus qu'à ça. Tu as oublié l'essentiel. L'amour. As-tu déjà été amoureux dans ta vie? Là, tout de suite, ça me dit rien. Peut-être, oui. Enfin, je veux dire certainement. Mais elle m'a tellement fait souffrir que je ne veux plus en parler. Je te parle pas d'elle. Avant ça. Bien avant tout ça. Oui, tu as raison. Je commence à m'en souvenir. Mais ça remonte à loin. J'avais 12 ans. C'était la fin des années 90. Les Bleus étaient champions, DiCaprio était le roi du monde, les portables, les ordi, Internet, tout ça tu ne connaissais pas. Tu n'en avais même pas besoin. Tu t'évadais dans ta tête. Heureusement que les timides ont de l'imagination. Te souviens-tu du monde que tu t'étais créé à l'époque? Non, pas vraiment. Mais quelques vagues de souvenirs remontent à la surface. Je me souviens, je vivais dans un HLM avec mes parents et mes 3 frères. J'étais au collège. Pas mauvais élève, mais pas très bon non plus. Le plus grand de la classe, mais aussi le plus discret. Tu te souviens d'elle? Une petite brune aux yeux noirs? Oui, je crois que je m'en souviens. Tous les mecs de la classe étaient fous d'elle. Elle n'était pas très bonne en cours. Elle avait même redoublé une classe. À l'époque, ça se faisait encore. Par chance, cette année-là, elle était dans ma classe. Tu avais passé l'année précédente à la regarder de loin, et là, elle était quasiment à portée de main. Comme à mon habitude, à la rentrée, je me suis mis au fond car, à cause de ma taille, je gênais les autres pour voir le tableau. Tu vois que ce n'est pas toi qui te rabaisse, mais on a toujours fait en sorte de t'éloigner du groupe. T'es gentil, mais reste au fond. Oui, c'est ça. Et puis je l'ai vu entrer dans la classe. J'étais sous le choc. Mon voisin et ami de l'époque m'a soufflé une remarque qui m'a mis mal à l'aise. Elle est vachement bonne. Je ris en repensant à ma réaction. Si j'avais su de quoi j'allais vivre plus tard. Pour moi, elle n'était pas bonne, elle était belle. La plus belle fille que j'ai jamais vue. L'as-tu abordée? Si on veut. C'est pas une réponse, ça. Disons que pour elle, je faisais partie du décor. Je n'étais que le grand timide au fond de la classe. Mais j'essayais malgré tout de me faire remarquer. Comment? Je sais plus, ça fait longtemps. C'est quand même.
Eh bien, une fois, elle s'était pété la jambe, et du coup, elle avait un plâtre. Et qui dit jambe dans le plâtre, dit béquille. Elle avait donc du mal à se déplacer, alors je me proposais à chaque fois de porter son sac. Mais elle ne m'a jamais vu comme un copain potentiel. Je n'avais pas les qualités requises qu'elle recherchait chez un garçon. Le côté grand, brun, ténébreux ne marchait pas à l'époque. Elle préférait les mauvais garçons. Ceux qui se foutent des règlements. Alors que moi, l'autorité me faisait peur. Mais malgré ça, je me plaignais pas. Le peu de temps que je passais avec elle me suffisait. C'est ça qui a changé. Je me contentais de peu. Vraiment? Et que faisais-tu une fois chez toi, quand tu ne la voyais plus? Je la voyais quand même. Elle faisait partie de mon monde. Celui que j'avais créé au fond de ma tête. Là, tout était permis. Dans les limites du raisonnable. Et ce que pouvait se permettre l'imagination d'un gamin de 12 ans. Mais tiens, ça me revient maintenant. J'avais un jeu que je pratiquais dans mon lit avant de m'endormir. Alors non, ce n'était pas la masturbation. C'était autre chose. J'étais persuadé d'avoir un super pouvoir. Je m'envolais toutes les nuits jusqu'à sa fenêtre, et j'observais en train de dormir. Je ne savais pas où elle vivait, ni comment était sa maison, et encore moins la disposition de sa chambre. Pourtant, je la voyais très clairement. J'y étais vraiment. Ça ne me demandait aucun effort. C'était tellement facile, presque inné. Je passais à travers la vitre, et je pénétrais dans sa chambre. Aucune chance qu'elle me voie. Je ne faisais aucun bruit. De toute façon, j'étais invisible. Grâce à ça, je m'endormais paisiblement. C'est tout. Je l'ai dit, je me contentais de peu. Et tu ne lui as jamais dit ce que tu ressentais? Jamais de la vie. J'avais beau être un rêveur, je savais pertinemment qu'elle allait m'envoyer balader. Elle n'était pas méchante, mais les réactions à une déclaration peuvent être puissantes. Je savais que si je lui faisais part de mes sentiments, elle allait me repousser. Et ça, je n'étais absolument pas prêt à l'accepter. Je préférais m'endormir en pensant à elle, plutôt que de m'affronter à la réalité. Et j'ai fait ça pendant longtemps. Quasimodo, c'est moi. Je n'ai pas les qualités requises pour prétendre à avoir ce genre de relation. Mais un jour, l'alcool est rentré dans ma vie et tout a changé. Oui, tu as troqué tes sentiments pour du cul, alors que les deux sont complémentaires. Ça, j'en sais rien, j'ai jamais pratiqué. Tu n'as jamais couché avec une femme que tu aimais? Non. Il fallait choisir, soit l'amour, soit le cul, mais jamais les deux. Et puis dans la mesure où les femmes que j'aimais ne m'aimaient pas, il fallait bien que je me rapatte sur autre chose. D'ailleurs, si je veux être honnête, dans ma profession, je suis un imposteur. Pourquoi? Parce que je suis un pornographe qui baisse plus. Combien de temps es-tu resté à l'observer de loin? Jusqu'à ce qu'elle change d'établissement. C'était avant le brevet, je crois. Et tous les soirs, tu te voyais dans sa chambre. Rien de plus. Si. À un moment donné, je suis allé plus loin. Raconte. On était parti en voyage à Cambridge avec le collège. J'ai toujours aimé ces sorties extrascolaires, car ça cassait mes habitudes. C'était du nouveau dans ma vie. Or, je ne faisais pas grand-chose de plus pour aller vers elle. Mais ce voyage a nourri mes fantasmes. Mais pas pour longtemps. Car si le voyage apportait son lot de surprises, il y a une chose dont je n'avais pas prévu, qui m'est tombée sur le coin de la gueule. Elle est sortie avec un autre garçon. Tu vois, je pensais que de ne pas lui dire ce que je ressentais était la meilleure des choses à faire, pour garder un certain équilibre. Mais la voir avec un autre m'a terrassé. Qu'as-tu ressenti? La colère. Contre elle? Son copain? Non. Contre moi. Je me suis dit que c'était bien fait pour ma gueule, que la prochaine fois, je devrais faire en sorte de ne pas ressentir ce genre de choses pour une fille. Voilà ce qu'on récolte à cultiver un jardin secret. Donc, tu as refoulé tes sentiments jusqu'à aujourd'hui. Non, j'ai refait les mêmes erreurs encore et encore. Mais plus j'aimais, plus je buvais, jusqu'à noyer le moindre sentiment. Du coup, tu me disais que tu étais allé plus loin. Oui, tout à fait. Quelque temps plus tard, je suis retourné dans sa chambre. Et là, je me suis pas contenté de la voir dormir. Je suis rentré dans ses rêves. Mais plus encore que ça. J'étais son rêve. Pour une fois, elle me voyait telle que je voulais qu'elle me voie. Pour une fois, j'ai pris la place de son copain. Comment était ce rêve? Je préfère pas en parler. Maintenant que je me souviens de ça, je vais le garder pour moi. Je crois que je commence à comprendre. Il n'y a pas un moment précis qui m'a fait basculer, mais une série de micro-événements. J'ai petit à petit abandonné ma façon d'aimer contre un moment charnel. J'ai fini par oublier ce qu'était qu'aimer. J'ai troqué le jardin d'Éden contre un paradis artificiel. Le bonheur était inatteignable. Je me contentais des petits plaisirs insignifiants. Maintenant que tu es conscient de ça, tu vas faire en sorte de te rattraper? Regarde-moi. J'approche de la quarantaine. Tous mes potes du lycée sont mariés. Ils ont des gosses et un boulot stable. Il y en a même qui se sont fait construire une baraque. Moi j'ai pris du bide, j'ai les yeux vitreux, un foie qui agonise, et j'écris des histoires de cul au rabais. Je suis une loque. Donc on en est là, tu abandonnes.
Ouais, on peut dire ça. Je suis fatigué de lutter. Pour y remédier, il aurait fallu que je me bouge le cul plus tôt. Là, je suis au stade terminal. Je me suis construit une forteresse en pierre et je n'ai pas fait de porte de sortie. Ce piège, je me suis dressé tout seul. Alors je ne suis pas heureux, mais de toute façon, je ne me souviens pas de l'effet que ça fait d'être heureux. Je préfère rester chez moi, enfermé, plutôt que de sortir et risquer un coup de soleil. La prison que je me suis faite me plaît en réalité. Elle est suffisamment confortable pour que je m'y sente bien. Et tant pis pour le reste. Je suis passé à côté de ma vie. Tant pis, c'est comme ça. Rien ne peut te décider à changer de vie? Non, rien du tout. Ou peut-être si, une chose serait possible. Quoi donc? Il faudrait que je puisse de nouveau aimer comme quand j'avais 12 ans. Jeter loin de cette foutue libido qui a ruiné toutes mes relations. Retrouver le sentiment d'origine qu'on avait quand on était gosse. Un peu comme les enfants qui jouent à se marier alors qu'ils ne savent pas ce que ça signifie. Jouer au grand sans toutes les saloperies qui s'y attachent. J'ai tué l'enfant que j'étais. Aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour qu'il revienne à la vie et qu'il me montre ce que j'ai depuis longtemps oublié ou noyé dans la tequila. Si je pouvais de nouveau aimer, comme un gosse de 12 ans.